Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 19 juin 2025 à Brive-la-Gaillarde. Nouvelle édition au carrefour des collectivités territoriales qui fête cette année ses 10 ans. Premier plateau consacré ce matin à un sujet malheureusement d'actualité rémanente, la cybersécurité. Atelier donc, que nous avons choisi de placer sous l'égide de la prévention et de l'action. On connaît malheureusement trop bien les termes de phishing, ransomware, usurpation d'identité, le tout entraînant souvent des coûts financiers importants côté collectivité, mais également, on n'y pense pas assez souvent, une forme de perte de confiance de la collectivité publique par rapport à l'administré. D'où l'intérêt finalement d'arriver à mettre en place une forme de cyberstratégie efficace. Comment y parvenir ? Qui peut vous aider, commune urbaine comme commune rurale? On va échanger autour à la fois d'un panorama des menaces actuelles, de l'ampleur du phénomène, mais aussi et surtout des solutions concrètes pour se prémunir finalement de ces risques cyber. Pour échanger sur ces questions autour du plateau, 5 intervenants. Le commandant Damien Sichomette, chef d'escadron à la compagnie de gendarmerie de Brive-la-Gaillarde. Soyez le bienvenu, mon commandant. Madame Audureau, maire de Saran, qui a eu la gentillesse d'accepter de venir témoigner de la réalité finalement d'un sujet qui, quelquefois, a tendance à être mis sous le tapis, ou en tout cas pas forcément aussi évoqué qu'il le mériterait. Jean-Jacques Abella, de la direction départementale des finances publiques. Donc vous êtes, vous, en charge, responsable départemental risque et audit. On va échanger sur ce thème aussi dans un instant. Un autre maire, Pierre Péramore, maire de Soudaine-Lavilladière, qui pourra aussi apporter son point de vue par rapport à la prise de conscience, finalement, ou non, de ce risque par rapport à nos élus corréziens, en particulier les ruraux, mais pas simplement. Et Jean-Denis Laval, délégué sécurité numérique Nouvelle-Aquitaine d'une agence que nous ne connaissons pas assez. On va en parler, l'ANSSI. On en parlera dans un instant. Mais premier élément de cadrage avec le commandant Damien Sichomette, est-ce qu'on pourrait avoir une première idée d'un état des lieux global de l'ampleur du phénomène? Combien de communes sont concernées? Et est-ce que ce phénomène touche aussi bien les villes que les campagnes? Oui, tout à fait. Donc, le phénomène est de plus en plus émergent et il grandit chaque année de plus en plus. Si on regarde le dernier rapport donc de cybermalveillance.gouv.fr de 2024, il fait état de 144 communes qui ont été spécifiquement touchées par des actes de cybermalveillance. Ce qui fait à peu près 12 attaques par mois sur l'année 2024. Si on regarde la partie commune, ruralité ou urbaine, on voit qu'en fait, elles sont toutes à peu près autant touchées. En revanche, les communes rurales sont surexposées, sachant qu'elles sont généralement moins bien protégées, moins bien dimensionnées, n'ont pas forcément les services de système d'information, de sécurité et système d'information nécessaires, n'ont pas forcément les bons gestes aussi, ou les sensibilisations qui sont faites pour justement se prémunir de ces actes de malveillance qu'il peut y avoir. Donc, commune rurale moins concernée, mais plus exposée. Je pense que c'est une donnée intéressante, peut-être moins familière de cette culture du risque qu'on aura l'occasion aussi d'évoquer tout à l'heure. Est-ce qu'en pratique, les maires portent plainte quand ils sont touchés par une cyberattaque? Alors oui, et on leur conseille vivement de déposer plainte. Comme je peux vous expliquer, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, de toute façon, on ne pourra pas agir. Voilà, il nous faut un dépôt de plainte initial, une saisine pour pouvoir après commencer à agir, déployer des services spécialisés des fois pour faire des enquêtes qui peuvent être au niveau national ou international parce que les actes de cybermalveillance sont parfois au niveau international. Donc il nous faut ce dépôt de plainte. Donc on demande systématiquement à tous les élus de déposer plainte. Et ça fait partie du coup des bonnes pratiques qu'on leur demande à chaque fois qu'ils ont une attaque derrière. Donc dans les bonnes pratiques qu'il y a principalement isoler l'ordinateur ou isoler le téléphone, la tablette du réseau qui a été contaminé ou qui a été attaqué pour se faire la débrancher la plus rapidement possible du réseau ou la mettre en mode avion, mais ne jamais l'éteindre, toujours la laisser allumée pour qu'on puisse y accéder et pouvoir récupérer un maximum de données. Alerter une équipe technique s'ils en ont.
En cas de doute, alertez le 17 Cyber, qui est une plateforme, on va dire, spécialisée, qui va vous permettre de lever le doute potentiellement sur un risque ou une attaque que vous avez pu subir. Ne jamais payer. Si c'est les ransomware, comme vous parlez tout à l'heure, donc les demandes de rançon avec des données cryptées, etc., ne jamais payer. J'y insiste bien. Et déposer plainte le plus rapidement possible. Donc isoler, débrancher, surtout laisser la machine allumée, je retiens ça comme élément. Et une fois que plainte est déposée, quelles sont les suites qui sont données? On a du recul un petit peu par rapport aux actions judiciaires derrière? Alors, les actions judiciaires sont systématisées. Alors après, il faut voir au niveau des magistrats la qualification de l'infraction qu'il peut y avoir. Il peut y en avoir plusieurs qualifications d'infraction en fonction du phénomène de l'attaque qu'il y a pu y avoir, de l'impact aussi qu'il peut y avoir, que ce soit un impact économique ou un impact avec une fuite de données, tout simplement, qui peut être d'ailleurs après en lien avec la CNIL ou ce qui nécessite aussi de prévenir ses administrés des fois. Donc il y a plusieurs infractions possibles, donc il y a systématiquement une suite judiciaire. Après, la complexité, c'est l'enquête judiciaire, comme je vous expliquais tout à l'heure, il peut y avoir une internationalisation, on va dire, du phénomène. Il peut y avoir des bandes organisées cyber qui sont un peu partout dans le monde. Donc on a besoin d'accéder à des services spécialisés qui vont faire des enquêtes qui sont parfois longues, parfois plus ou moins courtes. Ça dépend aussi de la forme de l'attaque et on essaye d'avoir la réponse pénale la plus forte systématiquement. Alors, on va voir un petit peu ce dont on parle en fait au quotidien. Donc, cyberattaque concrètement dans une collectivité. Agnès Audureau, vous êtes maire de Saran. Madame le maire, votre commune a été victime en fait d'une cyberattaque. Vous souhaitez aujourd'hui nous partager votre expérience et témoigner. Que s'est-il passé concrètement dans votre commune par rapport à cette cyberattaque ? Alors déjà, c'est vrai que je suis heureuse de témoigner parce que bien souvent, c'est le genre de choses dont on ne veut pas se vanter. Et pour moi, c'est très important de savoir que ça existe pour des petites communes. Ça rend 280 habitants, 44 000 euros qui ont disparu du jour au lendemain, qu'on a retrouvé pour les 3/4, mais qu'on a retrouvé en fait grâce à un concours de circonstances. Il faut de la réactivité, à mon avis. On a fait faire, comme toute commune, en été 2024, des travaux. 2 artisans qui n'avaient jamais travaillé pour la mairie nous ont envoyé à l'issue de leurs travaux facture et RIB. L'adresse mail était parfaite quand on a vérifié, voilà. Le RIB était au nom de la personne, la facture correspondait à la virgule près au devis, donc tout était plausible. On a envoyé le règlement via la trésorerie, la perception, tout s'est passé comme il faut. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que le délai de règlement. Pendant ce temps, on avait le premier artisan qui nous disait: est-ce que votre règlement est parti? Et ça correspondait pas au personnage qui était vraiment très arrangeant, qui travaillait bien, et on s'est dit, finalement, on le croyait pas comme ça. Voilà, ça s'est arrêté là. Et puis quand le règlement, on a su que c'était viré, ma secrétaire a dit, je vais quand même lui mettre un petit message parce que il a été un petit peu pénible, qui voit que voilà, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Et au moment où cet artisan a reçu le message, il m'a téléphoné immédiatement en me disant: je comprends pas, vous m'envoyez un message, je n'ai jamais écrit ce mail. Et donc là, immédiatement, on a appelé notre trésorier. Je suis allée porter plainte en gendarmerie. Et parce que on a tous les 3 été en nombreux contacts téléphoniques tous les jours, on a réussi à bloquer la somme qui, au début, le compte apparaissait vide. Puis, la gendarme me dit là, on a bloqué, mais on ne peut pas agir plus. Il faut que la Banque de France agisse. Donc, ça a été, je dirais, pendant une semaine, je ne sais pas combien de coups de téléphone par jour pour se passer les infos et essayer de bloquer. Et c'est vrai que je n'en suis pas revenue de la réactivité et de la gendarmerie et de la trésorerie. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai eu ces 2 entreprises donc sur qui on nous a détourné des fonds. Lorsque j'ai su le lendemain que la 2e entreprise était dans le même coup, j'ai appelé la référente gendarme qui était en congé. Donc je me suis paniquée en me disant c'est foutu, sauf qu'elle m'a rappelé en me disant mais c'est pas parce que je suis en congé que je ne m'occupe pas de votre affaire. Et ça a été un travail que j'ai trouvé admirable, vraiment. Et concrètement, donc 40 000 euros, plus de 40 000 euros détournés. 44 000, oui. Comment ça s'est passé après? Donc le virement a été fait de la collectivité aux cybercriminels. Voilà, c'était des comptes en ligne qui avaient usurpé du coup le l'IBAN. Le RIB correspondait en tout
horrible des artisans, sauf le numéro de l'IBAN, qui avait été modifié. Et bien, on a récupéré, il nous manque 11 000 à la fin, on a récupéré les 3/4, à peu près. Alors, c'est pas une paille pour ma collectivité, 11 000 euros, sauf que quand vous pensez en avoir perdu 44 000, vous êtes quand même très soulagé. Et ça a presque été une bonne nouvelle, j'irais dire, parce qu'il y a eu quand même pas mal de jours où vous ne dormez pas, où vous téléphonez partout, vous faites ce que vous pouvez, mais on est très impuissant. Là, il se trouve que les détenteurs de ces comptes ont été identifiés région parisienne, donc je ne sais pas si ces personnes existent vraiment, mais toujours est-il que l'affaire a quitté la Corrèze et au tribunal de Cergy-Pontoise actuellement. Et aucune prise en charge assurantielle par qui que ce soit, non. me disiez-vous? Ah non, aucune. La commune est responsable. Pas d'assurance. Donc c'est vrai il y a eu tout un tas d'écritures comptables parce que il faut pouvoir justifier qu'on va payer en quelque sorte une deuxième fois les factures. Mais effectivement, oui. Alors, payer une deuxième fois, effectivement, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de nous voir rappeler par le Conseil d'État dans une décision du mois d'octobre 2024 où, de mémoire, un établissement public s'était fait facturer par des cybercriminels une somme de plus d'1 million d'euros dans le cadre d'une opération de travaux publics. Et le Conseil d'État a estimé que quand bien même la collectivité avait payé les 1 million d'euros, le créancier véritable était encore en droit d'exiger cette somme, ce qui fait qu'il y a eu un double paiement. Alors c'est 2 fois 1 million, c'est pas 2 fois 40 000, et on comprend qu'il y a véritablement un enjeu financier. Alors là, cet exemple est assez emblématique et caricatural, mais toute petite commune potentiellement devra avoir l'obligation finalement de payer une seconde fois, ou en tout cas au créancier véritable. Oui. Et alors en plus, moi la première, parce que j'ai une secrétaire qui est très très vigilante sur tout. Et moi-même, avant cette histoire-là, je lui disais non mais Justine, on est à Saran. Enfin, il y a un côté, on se sent protégé parce qu'en Corrèze, c'est vrai qu'on n'a pas de grosse délinquance. Enfin, dans les zones rurales, on se sent presque à l'abri. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis mais non, on est aux premières comme partout. Et je pense que mon innocence, je suis pas seule à l'avoir eue. Je pense qu'il y a beaucoup de communes qui se sentent aussi un peu à l'abri. Géographiquement, on est un peu isolé. Vous voyez, tout se passe plutôt bien et on ne se rend pas compte que on peut intéresser des cybercriminels de la même façon qu'une grosse commune parce qu'on se dit on n'a pas les mêmes enjeux financiers, c'est pas les mêmes sommes, n'empêche que cumuler tout ça fait quand même un pactole intéressant quoi. Oui, on retient effectivement la formule du commandant Sichomette, moins concerné mais plus exposé. Je pense que c'est vraiment les termes intéressants à retenir nous concernant, en tout cas en Corrèze. Autre approche maintenant du côté de la direction départementale des finances publiques de la Corrèze avec Jean-Jacques Abella qui vous suivez le volet départemental, donc risque et audit. Que vous inspire ce témoignage de la maire de Saran? Alors, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'association des maires de la Corrèze de nous avoir invités, et notamment la directrice, et de mettre à l'ordre du jour ce sujet qui est important et qui montre à quel point, au travers le témoignage de Madame Auduroux, à quel point c'est traumatisant pour les collectivités qui subissent ce type de préjudice. Parce qu'on voit que le préjudice, il est financier, mais il est aussi moral. Et donc, comment ça se passe pour nous et au cas particulier. Donc le comptable de la commune de Saran nous a contacté le 1er octobre 2024, parce que j'ai encore en mémoire son appel, pour nous dire nous avons été victimes d'une fraude au virement. Donc c'est ce que nous appelons un FOVI, fraude aux faux ordres de virement, puisque c'est usurpation d'identité pour obtenir un paiement indu au détriment de l'entreprise qui en était bénéficiaire. Donc au 1er octobre, notre collègue et comptable a pris notre attache. Alors comment on procède à ce moment-là? C'est très simple. On regarde à partir du RIB qui était dans la facture si ça correspond au véritable créancier. Donc là, au cas d'espèce, ça ne correspondait pas. Donc on fait un signalement auprès de notre administration centrale. L'administration centrale nous confirme que c'est une fraude. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut agir très vite. Par chance, sur le coup, les paiements avaient eu lieu fin septembre. Et comme la fraude a été découverte début octobre, ça nous permet
de faire une demande de retour des fonds auprès de la Banque de France. Obligatoirement, on demande à la collectivité et à notre collègue comptable de porter plainte, puisque la Banque de France demande, à l'appui du formulaire de demande de retour des fonds, comme pièce justificative, le dépôt de plainte. Donc voilà, et pour le coup, c'est vrai que sur un montant assez important pour la commune de Saran, 44 000 euros, nous avons réussi à récupérer 32 ou 33 000 euros, et donc le préjudice financier, il est évalué à ce montant-là, puisque là, c'est vrai que la créance, et comme vous l'avez fort justement rappelé, la créance, elle n'est pas éteinte auprès du véritable créancier. Voilà, et donc, et comme c'était très bien dit depuis le début, on voit très bien que la Corrèze n'est pas épargnée, et les petites communes finalement constituent une cible privilégiée pour les cyberdélinquants. Et vous avez connaissance d'autres exemples, sans citer les communes bien sûr, qui auraient été victimes de ce type de faux vie, vous dites, hein, faux vie pour faux virement, c'est ça? Faux ordre de virement, oui. Alors sur le département, malheureusement oui, hein, on est confronté à ce genre de fraude. Donc, pour rien vous cacher, entre le 1er janvier 2022 et le 18 juin 2025, c'est 17 cas de fraude. Donc, un seul en 2025 à ce jour. Hein. Et aujourd'hui, on fait attention parce que on a une tentative qui n'a pas abouti, une tentative d'échouer, parce que il y a deux choses. Donc, quand on signale à l'administration centrale un cas de fraude, comme ça a été le cas, l'administration centrale injecte dans nos applications de gestion le faux RIB pour que, ailleurs en France, il n'y ait pas de paiement sur ce RIB frauduleux. Donc voilà, et en 2024, et pour finir un petit peu sur une note un petit peu positive, le nombre de tentatives déjouées a été plus important que le nombre de tentatives avérées. Parce que la vigilance de tous, elle est appelée à travers de la formation, à travers la communication. Donc d'ailleurs, j'ai amené un petit dépliant sur la fraude au virement, et que j'invite tous les maires et tous les secrétaires à aller récupérer sur notre stand, où vous serez très bien accueillis. Voilà. Et ensuite aussi, donc il y a la communication, l'information, puisque nous on a une administration de réseau. Donc ça nous permet, l'administration centrale nous fournit des outils, et dans le même temps aussi, on essaye de faire de la pédagogie auprès de nos agents pour qu'il y ait une grande vigilance sur les dépenses qu'ils vont devoir payer. Et on essaye aussi, à travers les comptables et les conseillers aux décideurs locaux qui sont sur le département, d'aller vers les collectivités pour les sensibiliser à ce risque qui n'est pas négligeable. Et en pratique, au quotidien, quels sont les risques, ou plutôt les indices qui devraient attirer l'attention des élus, des agents dans leur collectivité par rapport à un mail frauduleux, par rapport à des sollicitations éventuellement inhabituelles? J'ai entendu parler de faux chorus, par exemple. On soit des mails faussement identifiés chorus. Alors, sur le département, nous, on a plutôt constaté deux types plus particulièrement un type de fraude, c'est la fraude par usurpation d'identité. Globalement, donc le cyberdélinquant va faire une phase de repérage, on va dire, où il prend contact, alors par téléphone ou par mail, avec la collectivité pour essayer d'identifier les points de fragilité, qui est en charge de la dépense, les procédures qui sont en fonction dans la collectivité pour identifier le point faible. Ou alors, il prend à l'aide du phishing et du ransomware, il arrive à prendre la main sur la boîte mail, sur le logiciel, et c'est comme ça qu'il récupère les informations. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il va introduire une fausse facture avec un faux RIB, et c'est à ce moment-là que la fraude, elle est en place, quoi. Et juste, je voulais préciser que il y a une fraude qui passe un petit peu sous les radars, c'est la fraude sur la paye, parce qu'en fait, il y a des changements de RIB, des demandes de changement de RIB de la part qui sont reçues par la collectivité. On pense que c'est un des agents de la collectivité qui demande un changement de RIB, et c'est pas du tout le cas. Il y a un escroc a pris la main sur sa boîte mail et en fait introduit auprès de la collectivité un faux RIB. Donc ça se passe en deux temps, si je comprends bien souvent. Une première phase d'infiltration et après un passage à l'action. C'est ça ? Oui, tout à fait.
C'est compliqué tout ça, monsieur le maire de Soutaine-la-Vinadière, Pierre Péramore. On parle très technique à la fois, une pratique répandue, des communes rurales exposées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en Corrèze en particulier, nos communes et nos maires ruraux sont suffisamment informés et protégés par rapport à ces risques ? Alors, avoir une vision globale de tous les systèmes d'information des mairies, j'ai pas cette compétence-là. En revanche, je pense qu'on peut dire clairement que personne n'est assez protégé, par définition. Vous mettez un mur, on saute plus haut, vous relevez le mur, on saute encore plus haut. C'est assez simple. Ça, c'est basique. En revanche, il y a une chose aussi sur laquelle on peut agir, et là où on est vraiment pas bon, faut le dire aussi, c'est sur la sensibilisation. Parce qu'on sait que le problème d'une cyberattaque, il se situe entre l'ordinateur et le clavier. C'est-à-dire que c'est la personne qui pose problème. Alors attention, je dis pas que les personnes sont pas vigilantes, c'est pas du tout ce que je dis. Mais souvent, les cyberattaques passent par là. Voilà. Comme ça a été le cas dans ta commune. Voilà, il y a on demande un virement, on le fait de bonne foi et c'est normal. Et voilà. Donc ça réglerait pas tous les problèmes, mais avoir une sensibilisation réelle de ce qu'est la cybersécurité, ou en tout cas quels sont les premiers gestes à connaître, ce serait important. Et au-delà de ça, sensibiliser sur l'importance des systèmes d'information. Alors là, je reviens sur les toutes petites communes. Je suis maire d'une toute petite commune, encore plus petite que la tienne. En tout cas en nombre d'habitants. On ne prend pas assez en considération l'importance de nos systèmes d'information. Parce qu'à partir du moment où on a un ordinateur ou quelques fichiers et autres, on se dit c'est simplement ça. Mais non, c'est un système d'information, c'est un système d'information. Dans les mairies, on gère des données, alors un petit peu moins financières, ça a été dit à l'instant, nous on transfère alors pas la responsabilité financière, on est bien d'accord, mais en tout cas on transfère les demandes d'ordre de virement, on n'a pas d'argent en commune. Néanmoins, on a des données personnelles, et ça c'est très important aujourd'hui, les données personnelles, on est garant de ces données-là. Un maire est un officier d'état civil, à partir de là, je pense qu'on est quand même bien concerné par les données personnelles. Et en face de cette responsabilité, on n'a pas la sensibilisation de nous dire attention, il faut pouvoir les protéger. Ça, c'est la première chose. La deuxième, est-ce qu'on est bien accompagné ? Je vais être navré de le dire, mais non. On n'est pas accompagné. C'est pas qu'on n'est pas bien accompagné, c'est qu'on n'est pas accompagné. Aujourd'hui, les communes rurales, vous savez comment elles achètent un ordinateur ? C'est parce que c'est celui qui vient lui vendre son photocopieur qui lui met un ordinateur. C'est comme ça que ça se passe. Faut pas croire qu'on a des lignes directrices de l'État qui nous disent attention, c'est important d'avoir une adresse mail chez un fournisseur souverain, c'est important d'avoir un ordinateur qui répond à telle et telle caractéristique parce que vous gérez des données importantes. On n'a pas tout ça. On en est remis à la sensibilité des uns et des autres. Donc pour un peu qu'on soit pas très sensible au numérique, on s'en remet à des opérateurs commerciaux divers et variés qui ont quelque chose à vendre et qui correspondent peut-être pas au niveau d'importance du sujet qu'on traite. Et ça, alors, c'est dommage, mais c'est pas irrémédiable. J'espère qu'on va pouvoir travailler là-dessus. À l'Association des maires, on va essayer en tout cas d'en discuter pour les prochaines mandatures. C'est comment on sensibilise les maires à ça. On va pas en faire des experts en cybersécurité, c'est pas l'objet. Mais au moins de sensibiliser, de savoir un petit peu de quoi on parle et de prendre la dimension de ce sujet-là. Voilà. Et dans votre collectivité, concrètement, vous avez une secrétaire de mairie, j'imagine, à temps non complet peut-être. Vous la sensibilisez à ça Aujourd'hui, on va prendre un cas typique. Vous avez une secrétaire de mairie pas à temps plein, un agent communal pas à temps plein. Voilà, allez, on résume, c'est à peu près ça. Comment ça se passe ? Déjà, une secrétaire de mairie, elle peut avoir quelques formations. Est-ce que la cybersécurité est dans ses formations ? Réponse non. Est-ce que dans ses formations, elle utilise des systèmes d'information tout le temps. Donc on forme à utiliser des outils, mais on ne prend pas la considération de l'importance de la gestion de ces outils. Parce que, peut-être, je redis ce que je disais tout à l'heure, peut-être que dans le numérique, on a été trop bon. C'est-à-dire que dans le numérique qui arrivait très très vite, s'est immiscé dans nos travaux et dans nos outils, mais de façon tellement profonde qu'on ne le considère plus. C'est normal, il est là, on s'en sert. Ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on passe un coup de fil, ça répare, voilà. Mais cet outil numérique est la base de nos actions aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Qu'on fasse partie de la génération X, Y, Z, W, bêta, ce qu'on veut.
Ça change strictement rien. C'est qu'aujourd'hui, on éteint la lumière des ordinateurs. Je regarde tout le monde ici. On éteint la lumière des ordinateurs. Mais on travaille plus. On travaille plus. Même pour dérouler une route, si vous avez plus d'informatique, vous pouvez plus le faire. Donc, dans nos communes, c'est exactement la même chose. Donc, on doit former, on doit sensibiliser. Et une fois de plus, pas faire des experts en cybersécurité, mais au moins considérer la chose. Et je vais même aller plus loin. C'est que là, aujourd'hui, là tout de suite, on parle de sommes financières. On parle, c'est pas pour relativiser le sujet, parce que perdre 11 000 euros, moi, dans ma collectivité, ce serait largement aussi dramatique que dans la tienne. Mais on parle de technique. Nous, on est des responsables politiques locaux. On parle de cybersécurité. Faut aussi s'attendre. On a des échéances qui arrivent en 2026, on a des échéances qui arrivent en 2027. La cybersécurité, c'est aussi la manipulation populaire. Il faut le savoir aussi. C'est que si vous bloquez des services publics, si vous orientez des pensées, vous influencez ce qui peut se passer sur des élections démocratiques. Et ça, on le voit partout en Europe. Et ça fait partie de la cybersécurité, ça fait partie des choses dont la souveraineté nationale, qui commence par nos collectivités, doit se soucier absolument. Je le répète, il y a des échéances en 2026 et d'autres qui viennent après. La cybersécurité doit être un sujet qu'on ne néglige pas vis-à-vis de ces échéances aussi. Donc, sujet majeur à quelques mois des municipales. Je retiens aussi, non pas on n'est pas assez accompagné, mais on n'est pas accompagné. Jean-Denis Laval, que vous inspire cet aveu, cette demande peut-être de secours? Je rappelle, vous êtes délégué sécurité numérique Nouvelle-Aquitaine à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. En deux mots, l'ANSSI... En deux mots, on est l'agence nationale, on est l'autorité nationale en termes de cybersécurité. Et pour faire une analogie, vous avez la police et nous, on est les cyberpompiers. Donc vous avez gendarmerie, police pour la partie judiciaire et l'ANSSI prend en charge la prévention et aussi la réponse à incident quand malheureusement une crise intervient. Cette agence, elle est nationale et elle a des correspondants territoriaux. On est deux, Martin Véron et moi-même, pour la Nouvelle-Aquitaine. Je ne peux que plus soir. En étant que deux, c'est compliqué pour nous d'être présents partout. Donc effectivement, mais je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Donc pour pallier à ceci, on a mis en œuvre des ressources. Et ces ressources sont gratuites. Elles sont offertes par l'État. Et parmi celles-ci, il y a un portail qui s'appelle messervices.cyber.gouv.fr qui permet de les consolider. Donc elle comporte en premier lieu ce qui a été évoqué, c'est-à-dire un diagnostic. Pour protéger, ce qui est important, c'est de connaître. Aujourd'hui, si vous voulez souscrire un contrat d'assurance sur votre maison, on va vous demander le nombre de pièces, on va vous demander s'il y a une piscine, s'il y a une allée, s'il y a une clôture. Sur un système d'information, eh bien, suivant que vous ayez un ordinateur, 10, 15, que vous soyez dans le cloud, la solution va être différente. Donc il faut en premier lieu avoir cette conscience. Et donc on propose un diagnostic qui s'appelle Mon Aide Cyber ou Cyberdépart, qui est entièrement gratuit. Et je tiens à le préciser, c'est quelque chose qui est mis à la disposition des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises. Donc en tant que maire, il faut aussi que vous infusiez auprès de votre écosystème d'entreprise cette démarche pour que les entreprises soient sensibilisées. Le commandant a expliqué, la cybercriminalité, il faut arrêter l'idée que que vous êtes trop petit. Personne n'est trop petit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on est passé à une ère où au départ, c'était de l'automatisation, c'est-à-dire c'était des criminels sachants, des experts cyber, qui automatisaient leurs attaques. Et là, on est passé à la vitesse supérieure avec la mécanisation de l'attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des outils qui vont leur permettre d'avoir encore plus de compétences et d'être capables d'attaquer de manière globale. Et aujourd'hui, que vous soyez une EHPAD, une mairie, une petite entreprise, si la porte est ouverte numériquement, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils essaient de venir chez vous
et de vous dérober. Donc avec l'agence et ce dispositif, ce que l'on veut, c'est que vous ne soyez pas le fruit le plus bas de l'arbre. C'est remonter le niveau de cybersécurité, faire en sorte de vous protéger. Effectivement, il y a l'échéance de 2026 qui est importante. Et à ce titre, nous avons des recommandations par rapport à la préparation des élections que nous pouvons mettre à disposition. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et aussi, ces ressources-là, ce sont des ressources qui sont très simples, des petites fiches réflexes. Mais il est important de se préparer, car une fois que la crise arrive, dans les tourbillons de cette crise, il est complexe d'avoir les bons gestes si on ne s'y est pas préparé avant, si on n'a pas réfléchi au mode précédent. Une fois que la crise arrive, c'est pas trop tard, mais il est plus qu'urgent effectivement d'arriver à réagir. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil très pratique à nos élus désireux de se prémunir? Donc on l'a entendu, des outils gratuits en ligne de diagnostic proposés par l'ANSSI. Des guides, on a aussi des guides, des formations. Il y a des formations aussi qui sont faites en collaboration avec la gendarmerie et la police via cybermalveillance, Sensi-Crise pour le nommer. Ce qu'il faut, c'est un maire est habitué à gérer les problèmes. C'est rarement des bonnes nouvelles à gérer tous les jours, c'est souvent des problèmes à gérer. Mais quand il a une problématique d'incendie, d'inondation, il va avoir recours à l'informatique. Rarement, le maire va se poser la question, si je n'ai pas mon informatique, si demain j'éteins mes ordinateurs, comment je peux toujours apporter mon service à mes administrés? Et un maire un jour m'a indiqué ça, ils essaient chaque année de faire une journée sans ordinateur. Et ils se rendent compte alors de cette dépendance. On a aujourd'hui une commodité, l'informatique. Il faut se rendre compte qu'on en est dépendant. Pour une piscine, par exemple, je n'ai plus d'informatique. Est-ce que je ferme ma piscine ou est-ce que j'ai simplement des carnets à souche qui me permettent de conserver l'entrée et la sortie et d'avoir le calcul du nombre de personnes à l'immédiat dans la piscine? Ce sont des questions à se poser avant la crise. On fournit des exercices de crise au niveau des mairies pour justement s'entraîner, mais c'est vraiment de la prévention. Ensuite, si la crise intervient, eh bien, vous avez un numéro national, le 3218, qui est le centre de réponse à incidents, avec un support régional, puisqu'il y a un campus cyber de Nouvelle-Aquitaine qui existe, donc qui est basé à Pessac, avec des antennes un peu partout dans la région, qui peut aussi vous accompagner. Dans le cadre du dépôt de plainte ou de la levée de doute du 17 cyber qui a été évoqué, vous serez aussi mis en contact avec des personnes pour vous aider. Et ce qu'il faut essayer, c'est de sauvegarder ce patrimoine informatique. On avait l'habitude de salles d'archives quand on avait du papier. Il faut faire la même démarche d'archivage, de sécurisation avec tout ce qui est électronique aujourd'hui. Donc la protection, la sauvegarde des données, c'est quelque chose aussi de très important en mairie. Autant de prudence à l'égard du numérique qu'à l'égard du papier. Monsieur Abella, je pensais en vous regardant, est-ce que vous avez le sentiment, quand on parlait de réaction, de réactivité, que les élus qui viennent vers vous vous saisissent suffisamment tôt, à temps, ou souvent le mal est fait déjà? Sur la réactivité des élus, vous pensez qu'il y a beaucoup à faire encore? Bah écoutez, on n'en fait jamais assez, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'on a l'aspect où on arrive en réaction. Et là, c'est très compliqué quand le signalement de la fraude arrive globalement, il faut qu'il arrive dans les 10 jours pour qu'on ait une chance de récupérer les fonds. Si ça arrive dans un délai qui est au-delà de 10 jours, on est pas impuissant, mais pas loin. Ensuite, et justement, l'administration centrale, comme aussi ici localement, on essaye de sensibiliser le plus possible. Et j'ai l'impression quand même, et l'organisation de cette table ronde en est l'illustration. Je pense qu'il y a une prise de conscience des risques aujourd'hui, et c'est pour ça que nous n'hésitons pas, à travers les collègues, les CDL, mais aussi les comptables, de faire de la prévention sur les risques qui pèsent sur les collectivités, et notamment sur l'usurpation d'identité et sur les faux ordres de virement. Et on appelle
à la vigilance sur certaines opérations, outre on va dire, on appelle à la vigilance sur les informations qui sont communiquées par la collectivité à l'extérieur, sur leur site internet, mais attention, est-ce que finalement l'organigramme il a besoin d'y être? Est-ce que la personne qui est en charge de la dépense a besoin d'être identifiée auprès de tous? C'est toutes ces informations. Aussi la vigilance sur les mails qu'on reçoit pour éviter de cliquer sur un lien, attention à la pièce jointe. Parce que aussi il y a les usurpations d'identité sur les mails, c'est de mieux en mieux fait. Donc au départ on se disait c'est simple, il y a 3 fautes d'orthographe, maintenant il y en a quasi plus. Sur l'adresse, c'est difficile d'identifier la boîte mail qui est à l'origine du message et qu'auparavant elle était facile d'identifier. Même sur les portables d'ailleurs, hein, sur les portables numériques, effectivement, on observe effectivement ce degré de perfectionnement de la cybermalveillance et il devient très compliqué, même pour nous particuliers, d'arriver quelquefois à discerner le vrai du faux. Commandant Sichomette, il y a des délais, on le rappelle, hein, pour porter plainte. 2 mots peut-être, jusqu'à quand peut-on encore faire une action de dépôt de plainte? Alors, l'essentiel, c'est de le faire le plus tôt possible. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et comme ça a été dit ici, ou par Madame le maire aussi, la réactivité, plus vite on déposera plainte, plus vite on pourra agir ensemble, collectivement, que ce soit nous au niveau du dépôt de plainte et après de l'investigation, qui est aussi nécessaire pour derrière pouvoir bloquer, par exemple dans le cadre des faux ordres de virement, ou dans le cadre de d'autres dispositifs, on va dire, de cyberattaque. Donc le plus tôt possible, c'est le mieux. Après, à partir du moment où vous avez été victime, vous pouvez toujours déposer plainte, n'importe quand. Ça sera de plus en plus il y aura du délai, plus ça sera compliqué d'agir. Dans le cadre de bloquer les virements, quand on aura pris trop de délai, ça sera plus possible, clairement. Ça n'empêchera pas que le judiciaire pourra continuer, qu'on pourra peut-être identifier encore des acteurs malveillants et pouvoir justement aller au-delà. Mais le plus tôt possible sera le mieux. Vraiment, j'insiste sur le dépôt de plainte immédiat. Et comme le disait tout à l'heure Madame le maire, c'est vrai que voilà, on est comme tout le monde. Il y a des jours de repos, il y a des fois des congés. Mais quand on a des dossiers comme ça très particuliers, c'est vrai que ça va être suivi par nos gendarmes. Et voilà, vous avez fait l'objet d'une deuxième entreprise. Et tout de suite, en fait, on va agir immédiatement. C'est quelque chose pour lequel on s'engage. Je voulais rebondir tout à l'heure, comme Monsieur le maire disait, qu'ils n'étaient pas accompagnés ou peu accompagnés. C'est vrai que c'est un des enjeux de demain, la cybersécurité, la cyberdéfense, et la gendarmerie a pris aussi un virage là-dessus. Hein. Ils ont créé le COM Cybergend, alors voilà, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, qui a plusieurs services qui permet derrière de prendre en compte ce cyberespace qui maintenant est une réalité du quotidien. On a parlé de mon aide cyber aussi tout à l'heure, avec des sensibilisations et avec des diagnostics qui peuvent être effectués. C'est vrai que c'est parfois compliqué. Alors avant, il y avait un autre dispositif qui s'appelait Diagonale ou autre, qui existait, qu'on a essayé de voir au niveau des élus. Mais c'est vrai qu'ils ont plus, il y a la nécessité d'un accompagnement. Donc dans mon aide cyber, c'est vrai que vous pouvez être mis en relation avec ce qu'on appelle maintenant un aidant cyber, proche de chez vous, qui va vous permettre de vous aider à faire ces diagnostics. Nous, au niveau de la gendarmerie nationale, donc avec ce nouveau dispositif mon aide cyber, on a une cible d'avoir minimum un gendarme par brigade qui est formé pour être un aidant cyber, donc sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc vous pouvez nous solliciter directement aussi là-dessus pour qu'on vous aide. Le diagnostic, j'en ai fait il y a pas longtemps la formation et c'est assez rapide, ça dure 1h30 à peu près. Et justement, on vous aide parce qu'il y a des fois des questions sur lesquelles vous n'êtes pas capable de répondre. Donc il faut qu'on vous explique et qu'on vous accompagne. Et là-dessus, on est prêt à le faire avec le maillage territorial qu'on a. On est justement prêt à se rapprocher de toutes les mairies, les municipalités ou les collectivités territoriales qui en ont vraiment besoin. Donc là-dessus, on va pouvoir le faire. Et l'idée de manœuvre, c'est que d'ici 2026, on puisse avoir encore plus de gendarmes aidants formés à ça, qui pourraient vous aider dans les diagnostics. À l'issue, ça va identifier à peu près 6 grandes questions, 6 grandes pistes d'amélioration. Comme on disait, d'amélioration du système d'information. Vous parliez tout à l'heure que oui, quand il y a un photocopieur, on vous livre l'ordinateur avec, mais comment il est connecté? Est-ce que c'est en Wi-Fi? Est-ce qu'il est sécurisé, etc., etc. Donc il y a plein de petites questions sur lesquelles vous aurez des pistes de réflexion, d'amélioration, et on pourra après vous mettre en lien, ou même avec l'ANSSI, en lien avec des entreprises qui peuvent vous aider à sécuriser aussi vos systèmes d'information.
Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, la première des choses, c'est vraiment la sensibilisation des personnels. Vous le disiez aussi très bien, on en a de plus en plus, même sur nos portables personnels. Combien de fois on reçoit des SMS, votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres, merci d'appeler je sais pas quoi, truc relais et de payer, ça vous met sur une mauvaise page. Vous avez eu une amende, vous l'avez pas payé, merci de la payer, en plus on va vous faire un petit rabais si vous payez rapidement. Partout, on en a presque tous les jours maintenant. C'est devenu, ça s'est démocratisé. Donc, sensibilisons les citoyens, sensibilisons les élus, sensibilisons toutes les entreprises à ces risques cyber, et c'est ensemble qu'on pourra faire front, je pense, contre cette cybermalveillance. Comme on disait tout à l'heure, le mur, on a beau l'agrandir, à un moment donné, ils arriveront toujours à sauter au-delà, et à encore ressauter au-dessus, et à encore ressauter au-dessus, ou à avoir une échelle plus grande. Mais justement, c'est un combat quotidien, c'est des formations continues, c'est s'adapter à un nouvel environnement qui est le cyberespace, qui est l'informatique, qui est arrivé en effet très très vite dans toutes nos administrations, du jour au lendemain. En mots un peu plus vulgaires, on parlait de carnet à souche tout à l'heure, mais voilà, il y a les plans de continuité de l'activité. C'est clairement ça. Comment on peut continuer à agir si demain on a une coupure, même une coupure électrique, une coupure réseau. Il y a eu il y a pas longtemps une coupure téléphonique avec un gros réseau national. Comment on fait pour travailler si on n'a plus de téléphone, si on n'a plus d'ordinateur? Il faut penser à cette question-là. Et après, quand ça revient, il y a comment on reprend l'activité, la reprise de l'activité, comment on va ressaisir ces données-là, parce que forcément le numérique, on en a besoin. C'est ce qui va nous servir à faire nos rapports derrière, à faire le suivi. Donc comment on va reprendre cette activité-là? Et tout ça, vous pouvez être aidé, aiguillé par des personnes sachant, aidant pour ces diagnostics et pour vous accompagner vers justement une meilleure résilience de la malveillance cyber. Voilà. Alors, faire front ensemble, un réseau d'aidants. Du côté de l'ANSSI, vous m'évoquiez tout à l'heure un réseau de bénévoles, je crois, c'est ça aussi? Tout à fait. En complément. En complément des forces de police et de gendarmerie. Donc les gendarmes, l'avantage, on va dire, des gendarmes, c'est qu'ils sont ils connaissent aussi le milieu économique et ça nous aide beaucoup. Et je les remercie pour l'effort qu'ils ont fait de basculer de Diagonale à Monette Cyber. Ça a été un peu compliqué. Et effectivement, ce sont les aidants. Ce que je voulais rappeler, c'est que il existe beaucoup de diagnostics aujourd'hui, vous allez en voir en ligne, où vous allez même aller être démarché par des commerciaux qui vont vous proposer un diagnostic, mais à la fin vous avez un bon de commande. Avec un bon de commande pour vous vendre tel ou tel produit. Et de ce constat, et aussi du constat que répondre seul à un questionnaire sans forcément avoir les compétences en cybersécurité peut amener à des réponses qui sont erronées, l'ANSSI a décidé de mettre en œuvre ce diagnostic piloté par un aidant. Il est entièrement gratuit, la personne se déplace chez vous ou en visio, suivant ce que vous préférez, et on va vous poser ces questions. À la sortie, vous aurez 6 mesures à mettre en œuvre sur une durée qui peut varier entre 6 mois et 1 an, et certaines sont gratuites. C'est pas forcément des choses à acheter. C'est par exemple sur son ordinateur limiter un peu ce qu'un programme peut faire. C'est des petits gestes, mais ce sont des gestes qui peuvent vous sauver. Et ceci va vous permettre aussi d'avoir une connaissance un peu des priorités. Il y a tellement de choses à faire en informatique des fois qu'on peut se sentir, je dirais, perdu. Et si vous avez un prestataire informatique, c'est aussi pour vous assurer de lui poser les bonnes questions. On parlait de l'installateur d'imprimante et qui fournit aussi les ordinateurs, c'est un cas très courant. Eh bien, avec ce diagnostic, vous allez dire, quand tu me fournis l'ordinateur, ben moi je veux que tu respectes ce cahier des charges. Je veux que ces bonnes pratiques-là soient mises en œuvre, et ça se fait gratuitement parce que c'est des petits gestes à faire, mais il faut juste y penser. Et c'est une des raisons aussi de ce diagnostic, de fournir des éléments, des premières pistes. Et par rapport, je vais encore rebondir sur le mur, on ne vous demande pas de construire un château fort médiéval, et pourtant la région est riche en très belles bâtisses. Mais il y a une différence entre laisser votre maison ouverte avec le trousseau de clés devant la porte d'entrée ouverte à tous, et ne serait-ce que fermer ses portes et ses fenêtres. Ce que nous, on vous demande,
c'est la sécurité que vous mettez en œuvre sur vos bâtiments, de le faire à minima sur votre système d'information. Pas de château fort, mais de la prudence. Monsieur Abella, du côté de la DDFIP, je vous voyais souhaiter réagir. Oui, je voulais réagir par rapport à tout ce qui était dit, parce que c'est vrai que la DGFIP met à disposition des collectivités sur le site www.collectivitélocales.gouv.fr beaucoup de guides, alors à destination des grosses collectivités comme des petites, parce qu'on a bien vu à travers le témoignage de monsieur le maire de Soudaine-la-Vinadière que quand on a une secrétaire de mairie qui agit sur deux collectivités, peut-être pas sur 3 avec des horaires décalés, il y a le télétravail aussi, donc il y a des points de fragilité qui font que il y a des risques qui sont tout à fait particuliers. Et donc tous ces guides sont à la disposition des maires ruraux. Et aussi il y a une e-formation qui a été désormais proposée par la DGFIP au CNFPT sur les risques de fraude au virement. Et je pense que c'est intéressant de le savoir et peut-être de dérouler la formation pour prévenir en tout cas les risques auxquels on est soumis. Et pour revenir au plan de continuation d'activité, c'est vrai que la crise sanitaire a été l'occasion, en tout cas pour beaucoup, de s'interroger sur nos processus, comment on agit en situation de crise. Et c'est là qu'aussi on a fait de gros progrès sur l'analyse de nos processus et comment fonctionner en mode dégradé. Bouclons la boucle avec Agnès Oduro à nouveau, qui a témoigné tout à l'heure de son expérience à Saran. Est-ce que depuis cet épisode, les habitudes ont changé à Saran? Est-ce qu'il y a plus de vigilance? Est-ce que vous auriez éventuellement des conseils pratiques à donner à vos homologues maires, plus parler éventuellement ou autre? Alors bon, déjà moi j'en parle tant que je peux, pour que déjà tout le monde ait bien conscience que ça peut arriver à tout le monde. Évidemment, nous, ça nous a changé des pratiques, parce que c'est vrai que de temps en temps, tout le monde dans les artisans n'utilise pas Chorus. Donc maintenant, c'est de la main à la main. C'est du papier à l'ancienne. On veut pas d'envoi mail. Les RIB, certainement pas par voie mail. On sait même que faut plus faire de copier-coller quand vous avez à faire on sait qu'il peut y avoir eu aussi ce qu'on appelle, je crois, un cheval de Troie. Donc, on est beaucoup plus vigilant pour toutes ces choses-là, et on le dit. Et on le dit, y compris à des personnes, parce que bon, là, on parle collectivité, mais dans nos communes, on a aussi des personnes âgées qui sont amenées de plus en plus à utiliser tout ce qui est dématérialisé. Donc, il y en a toute une série qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait, qui vont venir demander en mairie à le faire, parce que ils sont perdus. Mais en même temps, à chaque fois, on leur signale attention, parce que naïvement, j'ai pas dû payer quelque chose, j'ai oublié. Voilà, ces personnes sont très fragiles et à mon avis, des cibles potentielles à leur niveau aussi. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus dans notre discours quotidien, ça c'est sûr. Et puis, ce que vous disiez, on est inondé de mails. Là, récemment encore, on a eu notre boîte bloquée dans un week-end, 7300 mails avec des caractères asiatiques, qui fait que notre secrétaire passe des heures parce qu'elle va pas jeter tout d'un coup, parce qu'au milieu se glisse un mail important. Ça fait remonter des mails qui étaient bloqués. Enfin, il y a des périodes où c'est terrible. Ça, c'est sûr. Donc ne pas hésiter à en parler, je pense que c'est quelque chose que l'on pourra tous partager autour de la table. D'autres précisions éventuellement des uns ou des autres? À peu près, oui. Oui, avec plaisir. Monsieur Péramor. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait on en parle. Longtemps on n'en a pas parlé de ça. Alors pas parce qu'on a eu une cyberattaque, mais juste en fait du problème qu'on rencontre avec le numérique, le problème de compréhension, d'accès et de maîtrise du sujet. On a eu un sujet là il y a pas très longtemps, nous on a décommissionné le cuivre. Donc on a de la fibre partout, on n'a plus de cuivre. Et il a fallu basculer tout le monde. Alors la Corrèze fait partie des départements à être précurseurs sur la fibre et on s'en réjouit. Et il a fallu basculer tout le monde d'un accès analogique pour du téléphone tout simplement à un accès numérique. Et il faut être clair, il y a des personnes dans nos communes, rurales ou pas, qui n'ont pas d'accès numérique par choix.
Pas parce qu'ils ont pas une aversion, mais parce qu'ils en sentent pas l'utilité. Par contre, il a fallu les basculer dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus en mairie. Ils sont venus en mairie parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail. Or, il faut une adresse mail pour prendre un abonnement numérique. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire, pour avoir Internet, il faut déjà avoir Internet. Bon, bref. Nos amis de Orange ou autres nous entendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie agit pour le compte d'eux dans un cas de service que je considère comme un service important, parce qu'on a laissé une continuité de service à ces personnes-là, souvent parfois très importante. On a des présences vertes, on a des alarmes, on a des choses comme ça. Mais par contre, on a endossé le rôle de celui qui faisait. Et pour ça, il y a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on a traité des données personnelles, on a traité des données à destination de particuliers. Il faut qu'on soit en mesure d'assurer pleinement cette fonction-là avec toute la responsabilité qui va en face. Et puis je terminerai sur un point, c'est que souvent le numérique, on le voit comme un outil, une fois de temps en temps, on achète un logiciel et puis après on n'y pense plus. Pour que ce soit efficace et que ce soit sécurisé, c'est une maintenance permanente. Penser que c'est un one shot, c'est pas vrai. Ça veut dire que tous les ans, il faut recommencer, tous les 2 ans peut-être, tous les 3 ans, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre. Même si on n'a pas d'appétence avec ça, nous dans nos communes, on suit les routes parce que c'est important, que quand on roule dessus, si ça secoue, si on s'en rend pas compte, d'autres vont s'en rendre compte et vont vite nous le dire. Là c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit toujours après à jour. Et ça, merci beaucoup de dire qu'il y a des solutions gratuites, mais malheureusement, on sait que c'est aussi un coût de suivi. Et ça, c'est un coût qu'il faut anticiper. Il faut anticiper. Je vais peut-être pas aller jusqu'à demander à nos partenaires de l'État et autres de nous accompagner financièrement sur ces sujets-là, même si ce serait nécessaire. Voilà, pour avoir en permanence quelque chose à jour au niveau de la sécurité et éviter les problèmes qui peuvent coûter. On est quand même sur 11 000 € d'argent public quand même. Voilà. Merci Monsieur Perramort, merci Monsieur le maire. Il nous reste quelques courtes minutes. Je crois que Monsieur le maire de Gignac souhaitait témoigner. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, Frédéric Biver, maire de Gignac. Petite commune de 700 habitants. Et au début de notre mandat, on s'est aperçu dans les 6 premiers mois de notre forme de vol, c'est le vol de documents administratifs, le vol de mails, le vol de... Alors ça venait tant en interne qu'en externe sur la commune. Et donc, ça peut avoir des conséquences aussi dramatiques, avec des documents qui sont confidentiels et qui peuvent sortir sur le terrain. On a travaillé, on a tous la fibre en Corrèze, on le sait, et on a travaillé avec un opérateur dédié sur une fibre pro. Le QG, c'est la mairie, l'ensemble des bâtiments administratifs, gymnases, écoles, salles des fêtes, etc. Donc branché sur une fibre dédiée avec un VPN, une protection, voilà. Et depuis 4 ans, on n'a plus de problème, voilà. Mais ça nous permettait de repérer exactement les emplacements sur la commune des personnes malveillantes. Également une ouverture, on peut l'avoir par des ordinateurs que nous avons mis à disposition du public dans la bibliothèque. Donc là aussi, des personnes peuvent venir se brancher sur donc une connexion Internet et peuvent être malveillants. Donc aussi, ces systèmes ont été mis en place donc voilà pour protéger et tracer avec les services de gendarmerie pendant 14 jours au cas où on aurait un problème. Donc tout ça, c'est lié avec les services de gendarmerie, voilà. Et donc ce système fonctionne et on a protégé nos documents et le vol, voilà. Il y avait des micros, il y avait aussi des choses. Bon, dans les mairies, il peut y avoir plein de trucs, voilà. Dans les mairies, il peut y avoir plein de trucs. Effectivement, ouais. Je vous rejoins là-dessus. Merci, monsieur le maire. On va bientôt interrompre, je pense. Donc, on l'a vu, une nécessaire réactivité, un porter plainte rapidement, ça, on l'a bien noté. En parler, ne pas hésiter finalement pour sensibiliser ses homologues élus à dire ce qui s'est passé, pour faire prendre conscience finalement de cette surexposition dont vous parliez effectivement en introduction. Et puis on pourrait dire en résumé une forme de culture du risque peut-être à insuffler dans nos mairies et nos collectivités territoriales, des outils pratiques, le 3218, je retiens aussi, tout ceci pour finalement contribuer à sensibiliser, chose que je pense que nous avons fait aujourd'hui, l'occasion de vous en remercier grandement tous les 5.
Je pense qu'on peut les applaudir. Merci encore.